ministre d'État, son poste, en fait, son portefeuille. Et on voit qu'en fait, il accepte, il est là, il occupe, il fait, il continue, il ne lâche pas, il a fait. D'ailleurs, c'est ce qu'on lui a reproché au sein du Majlis Shura, de son parti politique. Pourquoi accepter de faire comme ça, juste pour avoir un poste de ministre, etc. On peut étudier d'autres cas, Majid Nasra, dont la formation est différente, ou Roul, ou Mimoun qui était dans la pêche aussi, il l'a remplacé, etc. Et il y a une sorte de substitution également dans les mêmes postes, sauf pour le cas de Ammar Roul, qui dès le départ il a occupé un seul portefeuille, et il l'a occupé, et il continue à l'occuper. Comment tu analyses tout ça, c'est-à-dire parti politique, entrisme, participation, occupation de postes ministériels, comment tu l'expliques? Je l'explique à partir d'abord de ce qui fait la logique, la pierre angulaire de la logique du système. C'est la rente. Comment se partage la rente dans les institutions, en particulier dans les institutions à travers des ministères? Parce que les ministères, c'est évident, ce sont des micro-lieux de décision où se fait le recrutement, l'encadrement, la distribution de crédits, etc. Des interventions qui ont des finalités de type économique évidentes. Donc, ce qui serait intéressant, c'est aussi de voir comment évoluent les parts d'investissement qui reviennent au ministère. Oui. Comment évoluent ces parts d'investissement? Parce que il est évident qu'un ministère qui a de gros moyens a plus de chances de s'offrir une clientèle qu'un ministère qui n'en a pas. Donc, si on confie dans un premier temps le ministère de la Pêche à Hamas, et on va le lui laisser après, sous le prétexte de la continuité des activités pour l'acquisition d'une compétence et d'un savoir-faire, si on lui a confié au début la pêche, c'est d'abord parce que la pêche ne représentait pas grand-chose du point de vue des investissements et du point de vue des rentabilités économiques. Ce n'est pas, c'est à 3 fois rien, ou j'allais dire plus que 3 fois rien, à côté d'un ministère comme les travaux publics, ou comme les transports, ou comme les hydrocarbures, ou comme l'énergie. Mais c'est quand même un domaine dans lequel il est possible de créer des clientèles parce que la pêche, c'est les ports, c'est le débouché maritime du pays, c'est un ensemble d'activités annexes. Parmi les activités annexes, c'est la commercialisation des produits de la pêche et la fabrication ou l'achat des embarcations. Donc il y a un potentiel. Il y a une rente cachée. Il y a une rente cachée. Il y a une rente cachée qui peut s'expliquer parce que, bon, elle a l'apparence modeste, mais on ne voit pas toutes les implications derrière. Tu vois par exemple l'Akhdar, pour juste aller, parce que notre sujet aujourd'hui n'est pas forcément Mujawara Sultan. Non, pas du tout, c'est pas Mujawara Sultan. D'ailleurs, l'une des fois, je l'ai rencontré comme ça, dans un décès, et il est venu, c'est Fadil, il a dit بالعقل علينا شوية برك. بالعقل علينا شي من الضرب هذا. قلت له سي راني شايفك صحيح لاباس عليك يعني ما نضرب ما نوجعكش. Alors, il passe de la pêche, secrétaire d'État à la pêche, à ministre des PME PMI. Voilà un autre indice. Il passe à PME PMI. Et puis il passe à non, c'est pas important. C'est le poste qui est important. Il devient par la suite, après la PME et la PMI, il devient ministre du Travail et de la Protection sociale. Et là, on étudie ce type de profil. On ne comprend pas, en dehors du fait politique et de la nécessité de la participation d'un parti politique dans une coalition présidentielle avec le RND et le FLN, sachant que le RND est un parti considéré avec Ouyahia comme un parti éradicateur. Voilà, donc il y a une sorte de consensus sur quelque chose. Est-ce que ce consensus dont fait partie le Hamas est un consensus de rente, consensus idéologique,
ou par rapport à une nouvelle stratégie conduite par Bouteflika pour sortir l'Algérie de sa misère? Explique-moi. C'est la vente. La logique, c'est la vente. Il n'y a pas une autre logique. Je n'en vois pas une autre. Dans cette explication, notamment de cette, par exemple, tu as bien donné cette idée de la coalition présidentielle aujourd'hui, qui réunit trois partis, dont un parti tenu pour éradicateur, c'est comme ça qu'il est perçu, et deux partis qui sont des partis conservateurs, dont l'un est véritablement lié à des mouvements fondamentalistes. Plus un quatrième parti, qui est un parti d'accompagnement, c'est le parti de la claque, Louisa Hanoun. À partir de 2004. À partir de 2004. Oui, justement, on va l'étudier aussi. Hein. On doit l'étudier après. C'est un cas assez singulier. Assez singulier aussi. Et là, il n'y a pas de ministère. Il n'y a pas de ministère parce que il est impensable. Il n'y a pas de ministère parce que sa stratégie se résume en un mot. Critiquer Ouyahia et son gouvernement, voilà, et défendre la politique de Bouteflika. Voilà, exactement. Et là, ça c'est paradoxal, c'est incompréhensible. Absolument. Bon, on aura à discuter à partir de 2004 parce que la stratégie du PT, elle a complètement changé à partir de 2004, juste après la rencontre qu'a eue Mme Hanoun avec M. Bouteflika. Et on aura à développer un petit peu comme cas d'étude aussi. On a besoin de... Et puis, ils sont dans le droit également tout à fait. de répondre à ce que nous sommes en train de dire ici, à de corriger, à de venir participer. Et éventuellement, il n'y a aucun problème. Même si, en fait, en termes de production de déclarations, le PT est l'un des partis qui produit le plus de déclarations. Depuis un certain temps maintenant. Il ne cesse de faire de conférences de presse, des rencontres, etc. Mais qui vont dans un même sens. Un sens, j'allais dire, à double visage. Un visage qui soutient Bouteflika et ses thèses, même avec de temps en temps quelques petites critiques très gentilles comme ça, très douces, etc. Et de l'autre côté, une férocité vis-à-vis du gouvernement, sans pour autant se remettre en cause lorsqu'elle raconte qu'il est nécessaire de dissoudre les assemblées, les institutions, etc. Mais elle reste dedans. Bon. Donc, est-ce que cette politique de l'islamisme modéré a-t-elle soutenu les thèses du pouvoir pour contrecarrer l'islamisme radical? J'aurais voulu aussi, si tu permets, de voir un autre courant qui apparemment aussi se présente comme le courant islamiste modéré. C'est celui de Nahda. Oui. Pourquoi je n'ai pas évoqué les deux, Nahda ou l'Islah? Parce que c'est une autre histoire. C'est une autre histoire et il faudrait peut-être les discuter autrement parce que aussi bien Nahda que l'Islah ont été fondés par Abdallah Jaballah avec l'appui du ministère de l'Intérieur. Il y a eu des coups d'État à l'intérieur ou des crises à l'intérieur de ces partis qui ont vu des redresseurs prendre la tête de ces partis. Et là, nous ne rentrons pas dans les conflits internes aux partis politiques parce que nous ne connaissons pas d'abord les vérités. Nous connaissons les thèses des deux camps, particulièrement pour l'Islah de Ikhwan Jamal Ben Abdeslam et Jaballah, pour Nahda Rbi'i et Jaballah aussi, mais ça date de c'est un conflit qui est plus ancien que celui entre l'Islah, l'actuel Islah et le courant de Jaballah. Et on voit bien également la thèse actuelle de Abdallah Jaballah qui voit en les derniers propos de Doc de Dahou al-Qabliya comme étant annonciateur d'une possibilité d'agrément de nouveaux partis politiques, et que Jaballah lui-même, que nous avions invité avec beaucoup d'ouverture et de tolérance, chose naturelle, dans Res Publica 2, il s'est exprimé, il a donné son point de vue sur un certain nombre de choses. Nous n'avons pas voulu rentrer avec lui dans les conflits internes qui ont secoué aussi bien Nahda que l'Islah, parce que nous considérons, pour pouvoir lui permettre de débattre de cela, il faudrait avoir les deux courants. S'il y a demain la possibilité de réunir les deux courants pour pouvoir nous expliquer ce qui s'est passé avec un troisième courant qui est le ministère de l'Intérieur, en fait, là on serait très heureux d'ouvrir un débat contradictoire pour mieux comprendre la situation, l'évolution et la régression, l'éclatement de ces partis politiques. Mais en gros c'est l'acte
l'islamisme dit modéré, et on a cité l'expérience de Hamas. Oui. Bon, on sait que Hamas a eu des ministres. Est-ce qu'il y a eu des ministres Nahda oui. Et des ministres Islah Islah, non pour le moment, mais Nahda, au départ, oui. Mais il n'y a plus maintenant il n'y a que Hamas. Il n'y a que Hamas. Depuis le deuxième mandat. Depuis 2004. 2004. Mais Hamas a toujours été à l'intérieur du gouvernement depuis plus longtemps. Oui, mais Hamas, bon, c'est une continuité, bon, ça peut se comprendre. Est-ce que ça ne renvoie pas à la logique même du mouvement des frères musulmans et de Hamas particulièrement en tant que filiale, j'allais dire, de l'international islamiste des frères musulmans? Est-ce que, à ton avis, ça ne fait pas également dans la logique? Ça ne rentre pas dans la logique et c'est naturel et que Hamas est un parti logique avec lui-même. Oui. Action graduelle dans le changement au sein de la société, par le biais de l'éducation, de la charité, de l'association, de l'éclairement, etc. Da'wa. Et puis on voit bien que le mouvement l'Irshad ou l'Islah fait un travail énorme sur le terrain, dans ce sens, vis-à-vis de la société. Et de l'autre côté... Si tu permets, juste avant de ce sujet, je souhaiterais, s'il est d'accord, bien entendu, que l'on puisse et que tu puisses inviter et faire parler notre ami Zubair Aous, oui. Parce qu'il a travaillé sur tout le mouvement caritatif lié à la mouvance islamiste depuis pratiquement les années 90. Oui, ce serait bien. Nous lançons donc un appel à notre ami Zubair. S'il est disposé, je sais qu'il est réticent sur un certain nombre de choses, mais nous l'interpellons en tant qu'universitaire. Notre propos, c'est précisément en tant qu'universitaire de chercher à comprendre ce qui... C'est légitime, nous sommes des citoyens, et c'est tout ce qui nous reste de la citoyenneté. C'est de nous interroger sur notre pays, de comprendre ce qui se passe. Malheureusement, c'est ce à quoi on est réduit. Est-ce que donc, pour revenir à la question, est-ce qu'il n'est pas nécessaire, est-ce qu'il n'est pas logique de voir l'attitude politique de Hamas, à travers la participation dans le pouvoir et à travers, c'est sa logique, non? C'est-à-dire, c'est sa logique de participer. Hamas, une logique participative, un changement graduel. Et une sorte de discours d'ouverture ralliant tradition et modernité. Est-ce que ce n'est pas la logique même de Hamas? C'est la logique de Hamas. On n'a rien à lui reprocher, c'est sa philosophie. C'est sa philosophie. Je crois que c'est, disons, d'une certaine souplesse et en même temps d'une certaine intelligence de la sortie de la situation de l'Algérie dans les conditions actuelles. Je crois que c'est très subtil. Nahla est un homme extrêmement intelligent, plus que rusé. Il est intelligent. Pourquoi il est intelligent? Parce qu'il a compris très vite, en l'espace d'un an, il a totalement changé son discours. Le discours qui était très radical dans les années 90, presque dans une sorte de concurrence ou de surenchère par rapport au fils. Il est devenu un homme très conciliant, affable, presque bon vivant, s'entourant de militantes et de militants. On l'a vu. On l'a vu recevant des militantes ou recevant des militants chez lui à la maison, la séance de thé, le bon père de famille. Donc, le bon chic, bon genre, il a compris une chose, que ne comprendra pas la mouvance islamiste. Radicale. Il a compris qu'il a intérêt à ce que son mouvement, pour qu'il puisse se maintenir, continuer et bénéficier du système, il a compris qu'il valait mieux se couler dans la répartition institutionnelle de la rente plutôt que de laisser le pouvoir ou de laisser le système corrompre des individualités. C'est ce qui a tenu au fait que le mouvement est resté compact, malgré les secousses qui l'ont perturbé. Quand on voit la mouvance radicale, le système a agi autrement, parce qu'ils ne se sont pas coulés dans l'institution. Ils ont agi par des individualités, par des groupes activistes ayant à leur tête des seigneurs de guerre.
C'est comme ça que j'appelle les émirs. C'est des seigneurs de guerre à la méthode ancienne des empires d'Extrême-Orient. Or, les seigneurs de guerre ont monnayé leur ralliement. La plupart des seigneurs de guerre ont monnayé leur ralliement. À titre individuel. Bien sûr. Au détriment des gens qui les ont accompagnés, marché avec eux et qui ont combattu avec eux ou sous leurs ordres. Et qui sont la différence entre un seigneur de guerre qui devient un grand patron d'une société de distribution d'eau minérale, tout le monde sait de qui il s'agit, et les gens qui se sont battus avec lui et qui se retrouvent aujourd'hui. Bon, heureusement que les traditions de la société algérienne ont évolué, mais il y a 30 ans, il y a 40 ans, on ne pouvait pas imaginer un Algérien ouvrir une boutique pour fabriquer du pain ou de la galette et la faire cuire et la vendre aux gens. Parce que dans les représentations, c'est un métier féminin. Ça, c'est ce qui a profondément miné, et si c'est intelligent, si ça a été calculé et programmé, ce dont je doute, c'est extrêmement subtil, c'est très intelligent. Parce que ça sape à la source et à la racine les fondements de l'activisme terroriste.